Bien, donc, Yojimbo, enfin, le garde du corps, film de 1961, qui sera suivi d'ailleurs l'année suivante par Sonjoro, qui est de 62. Deux films donc de samouraï, une fois de plus, enfin une fois de plus, une fois encore dans la carrière de Kurosawa, puisqu'il en a fait quand même quelques-uns, dont évidemment le célèbre Sept Samouraï, mais on en verra encore un ou deux autres. Mais celui-ci est évidemment très curieux, et je pense qu'il a dû vous laisser, enfin certains d'entre vous, vous laisser un peu perplexe. Donc je pense que ce serait intéressant que ce soit plutôt vous qui commenciez peut-être à donner vos impressions, poser des questions, comprendre pourquoi je passais ce film dans la rétrospective Kurosawa, parce que c'est un film quand même qui prouve une extrême diversité de ce cinéaste. Et être capable de faire un film comme celui-là, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc ben, je vous laisse un peu la parole pour commencer. C'est un peu brutal de ma part, mais enfin, ça ne fait pas du mal non plus. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler? Voilà. Attendez, on prend le micro. Ça fait penser à un film de Sergio Leone. Attendez, pardon? Ça fait penser à un film de Sergio Leone. Pas forcément, je t'aurais appliqué le film. Bah, en effet, alors. Et il n'y a pas eu procès? Ça aurait pu parce qu'il n'a pas demandé la permission. C'était pour une poignée de dollars. Bon, enfin bon. En effet, Léon a refait le film en le transposant au western. C'est intéressant d'ailleurs de regarder ces films-là entre le Japon et les États-Unis. Comment, bon, le western, d'accord, mais il ne faut pas oublier que le western, dans le cinéma, enfin, il a commencé très tôt du temps du muet. Ensuite, à partir des années 1920, il a quasiment disparu et il faut attendre 1939 pour que John Ford, avec la chevauchée fantastique, le remette à l'honneur et de 40 à 60, même disons 70, le western va devenir un genre extrêmement important. Je parle ici pour l'Amérique, un genre extrêmement important. Et évidemment, il aura des répercussions dans le monde entier avec des adaptations selon les pays. Bon, la France, par exemple, a été très peu western. Donc, mais en revanche, par exemple, en Espagne, en Italie et dans d'autres pays, et aussi au Japon. Mais au Japon, d'autant plus qu'à ce moment-là, eux avaient aussi, d'une certaine façon, leur western, qui étaient justement les histoires de samouraïs et la façon dont ils traitaient cette histoire. Donc, en faisant plus ou moins un côté, enfin, le traitant de façon épique en général, et on le voit dans d'autres films de Kurosawa où il le traite, justement, par exemple, les Sept Samouraïs, où il le traite de cette façon-là, mais aussi d'une façon qui est beaucoup plus abstraite. Et ce qui est le cas de ce film. Ce film est un film qui joue sur des conventions, évidemment, du genre samouraï, avec les codes du samouraï. Là, nous avons le samouraï parfait qui joue simplement par... enfin, qui n'agit que par pur idéalisme, par pure, comment dirais-je, honnêteté du monde, et par rapport à un monde qui, lui, est quand même vacillant sur le plan moral et ou idéaliste, si on veut. Car si on prend le film à la base, film donc de 61, c'est le moment où le Japon a repris, ou a pris, si on veut, enfin, selon le regard qu'on jette, la puissance dans les affaires, etc. C'est le moment où le Japon redevient une puissance financière.
Et si vous prenez le film au pied de la lettre, puisque c'est donné d'emblée sur un film, c'est un lieu de joueurs et de joueurs d'argent. Donc, on va faire un film sur réflexion sur le jeu de l'argent, c'est-à-dire la puissance ou la recherche de l'argent, la folie de l'argent, tout en jouant sur la notion de jeu. Donc, vous avez un grand jeu qui est joué par le samouraï, mais en même temps, le jeu normal, puisque vous avez une partie à deux. Et donc, en permanence, vous avez la dualité du jeu. Et qui est-ce qui va s'emparer, évidemment, du fric. Et tout le jeu, tout le film est fait que sur le jeu du fric et finalement son inutilité. Alors, vous avez par exemple, vous vous demandez à un moment pourquoi d'un seul coup cette femme, son enfant et ce mari intervient et il devient extrêmement symbolique, et en particulier un clan ou enfin veut retrouver la femme, donc le mari et l'enfant, etc. Mais tout simplement parce que c'est l'idée même du film, c'est-à-dire que le samouraï veut normalement est là pour défendre les grandes valeurs humaines, donc entre autres la valeur première qui sont celles de la famille et celles évidemment donc du mari, de la femme et de l'enfant, etc. Si vous prenez le film sur sa construction, vous voyez bien que c'était un film de réflexion sur le jeu de la société, son jeu d'argent, et à ce moment-là, la caractéristique ou le genre samouraï sert à illustrer cette réflexion sur l'argent, le jeu de cet argent, les puissances, etc., et tous les rapports qui ont lieu par rapport à l'argent, entre autres la prostitution, les maîtres et les subalternes et tout le reste. Vous avez en fait une magnifique représentation du jeu d'argent. Voilà. Et donc de réflexion sur ce jeu d'argent, tout ça à partir donc de la base qui sont le côté idéologie du samouraï, qui est, enfin je vous le rappelle parce que j'avais déjà dit, mais enfin que le samouraï au Japon, ça correspond aux chevaliers en Occident, c'est-à-dire donc des romans de chevalerie. Et donc c'est un chevalier et qui essaye de redonner les valeurs chevaleresques dans un monde qui est complètement dominé maintenant par le jeu de l'argent et uniquement par le jeu de l'argent. Voilà le sens du film. Alors, je reconnais que quand on voit le film, on n'est pas obligé de comprendre très précisément quel était le jeu établi par Kurosawa, dont vous pouvez apercevoir qu'il est quand même l'auteur quand même du film. Enfin, il est très important dans le scénario, et donc le film est un film véritablement de lui, et c'est un film auquel il apportait beaucoup d'importance. Et on le comprend. Alors, il est passionnant déjà sur cette construction-là, et il est passionnant sur l'autre construction, qui est la construction purement graphique, cinématographique, par cette utilisation qu'il fait du cinémascope. Là, le cinémascope passe d'utilisation, puisque je ne parle pas du cinémascope tel qu'il a été inventé, puisqu'il a été inventé, je ne sais plus, en 1927 ou 1929 par un Français, mais utiliser un grand écran comme ça, qui a doublé, presque plus que doublé, 2,5 fois la surface première de l'écran, qui était 1 mètre sur 1 mètre, 1,32 m ou 33, bon, qui était donc une sorte de carré, pas tout à fait, mais enfin un peu plus large que haut, mais qui était quand même très rectangulaire, enfin très rectangulaire ou très carré. Et d'un seul coup, vous élargissez de 2,5 fois la largeur par rapport à la hauteur. Par exemple, lorsque le cinémascope a été utilisé et mis en place en 1953 pour concurrencer, ça sur les Américains évidemment, pour concurrencer le début de la télévision, pour empêcher que la télévision
puisse tuer le cinéma, on a donc utilisé cette invention de 1927, qu'on a ressorti de je sais pas quoi, des réserves, et dans ce coup, bon, et beaucoup de cinéastes ont refusé le cinémascope. Bon, par exemple, l'année prochaine, nous risquons de faire une rétrospective sur Fritz Lang, et Fritz Lang disait je ne supporte pas le cinémascope. Il faudra quand même un ou deux films en cinémascope parce qu'il sera obligé de le faire, mais en fait c'est un cinéaste qui était resté sur le format ancien, entre autres dans le Mépris, puisque c'est Jean-Luc Godard le fait jouer dans le Mépris, et donc le rôle de metteur en scène, et dans le Mépris il dit le cinémascope c'est fait pour les serpents et c'est pas fait pour les hommes. Donc il est intéressant de voir comment Kurosawa justement joue ce jeu du graphique, du cinémascope. Et dès le premier plan, le plan de générique, vous n'avez pas évidemment fait attention parce que vous pensez pas forcément à ça, c'est fait entièrement sur la nuque du héros qui se promène pendant que vous avez les lettres, le générique est en train de se dérouler, et peu à peu, ensuite, le générique se termine par la caméra qui se baisse. Simplement, il y a un morceau de bois par terre. Là, on le voit, il y a un changement de plan. On le voit le héros prendre le morceau de bois, le lancer en l'air. Le morceau de bois retombe. Immédiatement, raccord dans l'axe. Et l'axe, c'est à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on est dans la direction du morceau de bois, et donc à ce moment-là, le morceau de bois indique le chemin, et donc le héros suit ce chemin-là. Donc c'est le hasard qui a introduit le héros dans le chemin. Ça, c'est purement cinématographique. Vous l'avez regardé, vous ne l'avez pas vu. Bon, si vous l'avez vu, vous apercevez qu'à ce moment-là, en effet, vous avez eu pendant tout le générique, tout le générique est fait sur l'horizontalité absolue du cinémascope. Et d'un seul coup, avec ce plan-là, vous avez la perspective, vous avez la perpendiculaire. Donc vous allez avoir pendant tout le film un jeu entre l'horizontalité du cinémascope avec ses déplacements à l'intérieur. Il y en a quelques-uns qui sont tout à fait stupéfiants. Par exemple, il y a tout le moment purement cinémascope avec la... au moment de la... Bon, j'arrive plus à l'exprimer. Enfin, il y a un moment où c'est admirablement fait sur simplement l'horizontalité. C'est-à-dire que, attendez, c'est le moment où il arrive... tout un moment où il y a deux personnages, il y en a un qui arrive du fond, et simplement ça reste sur le même plan. Et en fait, c'était justement là, à ce moment-là, Kurosawa fait déplacer son personnage comme un serpent, justement, et à l'intérieur même du plan. Donc on ne quitte pas le plan, et ensuite on repart avec le même personnage qui reprend le même chemin sinueux, la même sinuosité. Alors là, vous avez justement des moments où tout le film est fait. Par exemple, le moment dans la maison, enfin la maison façon de parler, où on ouvre les volets et on referme. Et en d'autres termes, on vous ouvre le cinémascope, on vous le referme. En permanence, c'est fait sur ça. Et l'autre, évidemment, lorsque le jeu s'établit, à ce moment-là, vous avez ce que vous trouvez aussi dans les westerns, le fameux moment dans le western où vous avez la route qui est en enfilade et les deux personnages ou les deux clans qui vont s'affronter. Et donc vous avez le film, et si vous le regardez, bien sûr il y a quand même plus de nuances que ça, mais si vous le regardez dans sa construction, vous apercevez qu'en fait Kurosawa joue à fond sur la donnée première de son cinémascope, ou l'horizontalité totale avec presque pas de profondeur, ou au contraire la perspective
donc la perpendiculaire, avec donc la bataille, avec le chemin, etc. On s'affronte, on avance, on recule, etc. Et à ce moment-là, à la fin du film, il s'enfonce de nouveau dans le chemin et il disparaît comme il convient de disparaître à l'intérieur de l'écran. Alors, si vous voulez, c'est un film, évidemment, très construit sur le scénario à partir d'une idée quand même, une idée intellectuelle sur la domination de plus en plus de l'argent, le jeu de l'argent et les conséquences du jeu de l'argent. Ça, c'est le sens du film lui-même et de l'histoire qui se bâtit autour. Et puis, d'autre part, vous avez justement le jeu de construction purement visuelle, c'est-à-dire cinématographique, sur ce rapport ouvertement devenant un enjeu de cinéma, qui en effet, le cinéma, que vous le vouliez ou non, eh ben, c'est fait de deux choses. C'est fait de l'horizontalité de l'écran et de la perspective du faisceau lumineux. Vous avez la perpendiculaire, une horizontalité, la cabine de projection, elle est derrière vous, d'un qui regardez, qui est exactement parallèle à l'écran. Donc vous avez deux horizontales, une là-bas et une ici, et évidemment la perpendiculaire qui va de la cabine de projection à l'écran. Et fondamentalement, le cinéma s'est fait à partir de ces deux donnes internes à la construction même, à la construction même de l'image cinématographique. Ce qui est étant dit, après, bien sûr, il y a d'autres. Vous pouvez jouer les obliques, vous pouvez jouer davantage la verticalité que l'horizontalité. Ici, par exemple, vous n'avez quasiment pas de verticalité. Et quand il y en a une, mettons, quand vous avez notre héros qui regarde justement le combat dans la rue sur une espèce de hauteur, bon, à ce moment-là, vous avez une verticalité. Mais si vous regardez bien le film, vous avez très peu d'horizontalité. Vous avez, par exemple, ce qui est très culotté à l'époque, en 61, de travailler le cinémascope en faisant énormément de gros plans. Vous avez le nombre de plans où les têtes, simplement les têtes, que ce soit de dos ou de face, prennent la place. Après, il y a un peu de recul, mais vous avez quasiment jamais, ou très rarement, des plans entiers, sur les personnages en entier. Bon, bien sûr, quand ils sont un peu éloignés, ils sont forcément en entier, mais en général, la plupart du temps, vous n'avez que des très gros plans ou des plans assez rapprochés. Si bien que vous êtes à l'intérieur d'une espèce de mouvement interne qui fait que vous pouvez peut-être pas vous pouvez ne pas comprendre ce qui est en train de se passer dans l'histoire, mais en revanche, vous êtes emporté par le mouvement graphique qui fait que ça tourne tout le temps et vous ne pouvez pas échapper à la vision. Joue aussi à fond ce qui était très important à l'époque, et là encore c'était très américain, mais le monde entier l'utilisait, c'est-à-dire l'utilisation du son dans le cinéma à l'époque. Le cinéma est parlant depuis 1930, ça fait donc 30 ans que le cinéma est parlant, et de plus en plus, ça c'est Hollywood qui a amené ça, à utiliser la musique, le bruitage, oui, mais surtout la musique pour soutenir l'action dramatique. Et ici, il en use et en abuse, comme on le faisait à l'époque dans les films américains de l'époque, c'est-à-dire la musique vient soutenir à fond tous les éléments dramatiques, mais comme les éléments dramatiques ne sont pas directement liés à l'intrigue elle-même, puisque l'intrigue, vous la subissez et vous ne la dominez pas un seul instant, vous savez pas. En fait, l'intrigue, c'est qu'il n'y a pas d'intrigue, puisque le héros principal n'agit jamais. Donc, et simplement, il attend que les autres agissent, parce que justement, il n'agit pas. Donc, à ce moment-là, n'ayant pas d'action, donc il faut soutenir l'intérêt du spectateur par des mouvements
dramatiques qui vous sont donnés par l'arrivée de la musique, ou très forte, ou très, très faible, etc. Et le film, si vous voulez, était un jeu de construction et se donne comme un jeu de construction, ce qui fait que, quand même, peut-être plus aujourd'hui qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, finalement, on subissait davantage, on acceptait davantage le jeu de construction de ce moment-là, alors qu'aujourd'hui, évidemment, on est un peu sidéré parce que l'utilisation de la musique comme elle est dans le film, ou simplement cette construction du récit, bon, ne correspond plus à la façon dont on reçoit un film aujourd'hui. Donc, le film est un film, je dirais, enfin, oui, c'est un film de fabricant. Celui qui sait, ou en tout cas qui réfléchit aux éléments qui permettent, enfin qui fabriquent un film. Et comment, et en prenant les données premières de cela, qui sont évidemment le graphisme et les espaces, et comment travailler l'espace. Et donc l'espace, une fois pour toutes, établi, puisque le propre du cinéma par rapport à un autre art, mettons, si vous prenez un art graphique, vous prenez la peinture, à la peinture, vous avez le choix, chaque tableau a son cadre. Vous pouvez très bien faire un cadre tout à fait horizontal, vous pouvez faire un cadre tout à fait vertical, vous pouvez faire un carré, vous pouvez faire un rond, et chaque peinture est différente d'un point de vue dimensionnel ou spatial d'un autre tableau, chez tous les peintres. Vous voyez bien que vous allez regarder la peinture, quelle qu'elle soit, vous avez des tableaux tout à fait différents les uns par rapport aux autres. Alors qu'au cinéma, vous êtes obligé de respecter le cadre pendant 1h30, 2 heures, etc. C'est le même cadre et vous êtes obligé de respecter ce cadre. Donc, nécessairement, il vous faut inventer une autre façon de travailler l'espace, et c'est ce que fait, de ce point de vue, Kurosawa. C'est bien, si Kurosawa reste un cinéaste important, c'est parce que justement, il a été toujours très intéressé par la façon de travailler l'espace. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est fondamental. On l'avait déjà vu dans les films précédents, vous allez le revoir aussi dans les films qui vont suivre, en particulier dans le dernier qui passera, qui est Dantes Caden, qui est tout à fait stupéfiant de ce point de vue-là. Mais ce sont des films qui, en revanche, par exemple, Dantes Caden, c'est un film qui n'a pas plu à l'époque. Il n'a pas plu au point. Bon, ça, je le dis déjà maintenant, mais enfin, je le redire à l'époque, enfin, quand on passera, qu'après l'échec de Dantes Caden en 71, c'est-à-dire 10 ans après celui-là, il a fait une tentative de suicide. Donc, c'est un cinéaste qui prend des risques et qui joue avec ces risques tout en ayant l'air de faire un film populaire. Puisque là, nous avons un film de samouraï, c'est comme le film de western. A priori, nous ne sommes pas dans de l'art abstrait ou de l'art d'avant-garde. Et en même temps, c'est avant-garde. Oui. À vous de l'assumer. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce film-là, en tout cas pour l'Occident, n'a peut-être pas très bien fonctionné. Pour le Japon, alors je ne suis pas japonais, donc je ne peux pas le savoir, et je ne vois pas de japonais dans la salle, mais ça aurait été intéressant d'avoir leur réaction, parce que je pense quand même qu'il y a ce film, il y a quand même un côté comique, ou en tout cas un côté de comédie dans le film. Alors, il n'est pas sûr que vous ayez saisi ce... Je n'ai pas entendu un seul rire, donc je ne pense pas que vous ayez... Mais il y a déjà dans la façon même de l'interprétation de Mifune, vous avez une volonté d'emblée, d'ailleurs. Dès qu'on le voit, il commence à remuer son dos, justement pour prendre les pauses. Et tout le film est fait sur une exagération des grimaces, etc. Et de ce point de vue-là, pour travailler le comique.
Oui, je Oui, m'excuse. je voulais vous dire que, en tant que la première impression que j'ai eue du film, au tout début, ce qui m'a surpris, justement, c'est la musique. On a des percussions africaines sur une histoire de samouraï. C'est quand même assez étonnant. Et ensuite, j'ai vu tout le film guidé par la musique. Et Oui. tous les mouvements de la dramaturgie étaient terriblement soulignés par la musique. C'est elle Et qui ça fait crée vraiment un du espèce, pas un envoûtement, mais comment dire, une dynamique qui fait que tout d'un coup, on se trouve au deuxième degré. Oui. Et qu'il y a cet humour, cette satire du western qui est vraiment très jouissive. Moi, ce film, je ne le prends pas au premier degré. Non, mais on ne peut pas le prendre au premier degré. Non, du Et tout. oui, c'est la difficulté, justement. C'est en même temps la difficulté. Oui, et en plus, ce personnage du samouraï est complètement l'étranger. C'est-à-dire qu'il ne s'implique pas, il observe, et déjà, il connaît l'histoire, puisqu'il a sûrement déjà vécu ce genre de situation. Donc là aussi, il y a un jeu pour lui. C'est-à-dire qu'il connaît d'autant plus l'histoire qu'il sait que le jeu d'argent est un jeu de destruction de l'autre. Oui, et puis c'est le pouvoir aussi. C'est pas que le Comment jeu d'argent, c'est des rapports de pouvoir qu'il y a constamment. Absolument. Ah, De toute absolument. façon, c'est dit ouvertement, ça. Puisque... Et alors justement, pour en revenir à la dramaturgie, au scénario, on a l'impression que c'est un emboîtement à chaque fois, on va dire, de la même scène qui se répète. Absolument. Et avec des éclairages différents. Absolument. Et pour en revenir également au gros plan des visages, à certains moments, là on peut parler de tableau, parce que on les voit tous comme sur le même plan, et ils sont tous avec des expressions différentes, très marquées, très exagérées, et on sait qu'on est dans une comédie. Enfin, moi j'ai vu comme ça. Dans une comédie, moi je dirais, si on prend d'un point de vue graphique, moi je dirais, si on prend l'accident, ça renvoie, si vous voulez, à une certaine exagération du style les Hollandais du XVIIe siècle. Ou Bruegel, par exemple, des choses comme... Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Le côté bien Bruegel. sûr. Oui, oui. Une sorte comme ça d'exagération. D'exagération. Et très presque de souligné. caricature. De caricature, voilà. Et c'est pour ça que c'est pour moi une comédie. Et je voulais vous dire que la Une chorégraphie... comédie... enfin, disons Une que... tragicomédie, si vous voulez. C'est pas tragique, quoi. Oui, voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y avait énormément de chorégraphie. Au début, il n'y a presque pas de texte, il n'y a presque pas de dialogue. Et on aurait même pu... Enfin, moi, ça m'est venu à l'idée, tiens, on est dans West Side Story, avec deux clans qui s'affrontent, et la caméra nous montre le clan et la musique, avec la chorégraphie des personnages. On avait l'impression... Enfin, moi, j'ai eu l'impression que je me trouvais dans West Side Story au départ. Absolument. Mais en plus, vous avez en plus une petite méchanceté, comme ça, secrète, sur le jeu général. C'est-à-dire qu'il fait jouer... il fait jouer... pas extérioriser, c'est plus que ça. Il fait jouer grimaçant. Ah oui, oui, oui. Très bien grimaçant. sûr. Mais c'est ça, c'est du théâtre. Hein. Oui, mais justement, ça, c'est le côté théâtre. Mais aussi, en même temps... et de façon de ridiculiser les cinéastes qui font des films populaires en jouant l'exagération. Oui, oui, en faisant du grand guignol. Ou du... C'est un peu grand guignol. Et lui joue de ça, il le fait, mais en même temps, en prenant le recul, évidemment, et en montrant non seulement le ridicule en soi de cette façon de représenter, mais aussi, et en même temps, le ridicule de cette espèce de passion de ce jeu, qui est un jeu destructeur et qui ne permet pas de se réaliser. Moi, j'adore le grand garçon là, qui arrive à la fin avec son revolver. Son pistolet. Il est à côté parce que, attention, là, il y a aussi évidemment un peu de japonais de 1961 qui renvoie à l'Amérique. C'est-à-dire, en d'autres termes, là je vous fais apparaître
le héros du western. Et quand il arrive... Oui. Et là aussi, c'est un mélange, comme il bien met sûr, c'est un des mélange. maracas et puis des percussions. Mais en même temps, le héros de western qui, à la fin, et puis en plus, il n'est pas honnête. Oui. C'est pas bien, parce qu'il a dit qu'il n'y avait que deux balles, alors qu'il en reste. Bien sûr, mais on s'y attend. Donc c'est pas parce que. Mais je pense aussi qu'il est très moralisateur, parce que quand il nous montre la peur des deux clans, ça c'est très drôle. Quand ils vont s'affronter avec les sabres, il y a une chorégraphie qui est très 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 drôle avec les expressions. Et il se moque beaucoup. Mais par exemple. Moi, ce que j'aime beaucoup, justement, par rapport au western, c'est la façon dont il fait le combat dans la rue, quoi. Quand vous voyez le western, où justement les deux héros, s'ils ne sont que deux dans le duel, qui avancent, bon, et la façon de se travailler d'un point de vue cinématographique pour faire une espèce de progression, là, ils avancent d'abord beaucoup plus lentement. On a vraiment l'impression qu'ils mettent une éternité pour se rejoindre. Et c'est grotesque. Et c'est montré comme tel. Et en même temps, c'est juste fait de telle façon que le spectateur ne dit pas c'est grotesque ou c'est mauvais, etc. Donc il accepte, mais en même temps, ça ne le fait pas rire. Alors, donc enfin, intérieurement peut-être, mais extérieurement non. Ça ne déclenche pas le rire. Il arrive à reprendre, parce que c'est ça son jeu. Enfin, moi, j'ai ressenti comme ça, avec cette dérision. Et ensuite, il reprend l'intérêt dramatique, parce que lorsque la femme avec l'enfant arrive et qu'il y a il y a comme un suspense à ce moment-là. À ce moment-là, en tant que spectateur, on est pris par la dramaturgie. On rit plus là, c'est le seul moment du film. Voilà. C'est le seul moment du film où le spectateur a une émotion. Enfin, oui. On joue l'émotion en ce moment-là. Oui, là, ça y est, on est. On joue la mère de famille, l'enfant, etc. Oui. C'est le seul moment. Oui, sinon, vous ne pouvez pas avoir la moindre émotion. Voilà. Et d'ailleurs, tout le jeu du personnage, tout le jeu de Mifune, c'est il n'a aucune émotion. Il est au fond, il supervise ça et finalement domine le jeu parce qu'il le joue intellectuellement et ne le joue pas de toute façon. Il n'est pas intéressé par le jeu. Il sait que le jeu, c'est lui qui le domine intellectuellement. Donc c'est se mettre à la place du joueur, dans l'intelligence du joueur, dans le joueur d'échecs, puisque nous sommes au Japon et quand même le jeu d'échecs est important. Il sait les coups d'avant. Oui. Et en fait, le film est fait sur ce principe-là. Nous sommes dans un... De toute façon, on est dans le jeu. Donc, et à ce moment-là, il joue toutes les possibilités du jeu et l'exagération du jeu, mettant d'acteurs, etc. Et par ailleurs, là, Mifune, qui était un peu sa création à lui, puisqu'il a lancé, pour certains d'entre vous, vous pouvez ne pas le savoir, mais Mifune a été la plus grande vedette japonaise. C'est-à-dire que c'était le Gary Cooper du Japon, et même pour l'Orient, en Chine, etc. Donc, et là, il lui a donné un rôle, il est parfait. Bon, après, évidemment, comme souvent dans ces cas-là, comme ça s'est passé souvent au cinéma, il y a eu un moment, au bout de 12 ou 15 films, je ne sais pas combien, ils ont arrêté de travailler ensemble parce qu'ils en avaient assez. Enfin, ça, vous avez ça un peu partout. Par exemple, John Ford et Harry Fonda, John Ford et Gary Cooper, John Ford a réussi quand même avec John Wayne, mais est-ce que ça aurait duré encore avec John Wayne? Je ne sais pas. 10 ans, 15 ans de films ensemble, bon, il y a un moment, on arrête. On ne se supporte plus, quoi. C'est un peu logique. Je voulais dire aussi qu'on a retrouvé ces qualités d'artiste peintre, parce que lorsque vous parliez de l'horizontalité des lignes sur l'écran, à chaque fois,
Il y a le contrepoint des verticales, que ce soit les... C'est remarquable de ce point de vue-là. C'est magnifique C'est et à remarquable. certains moments, C'est- vraiment, on a des tableaux. On a des des tableaux, mais en même temps, là encore, il ne joue pas de telle façon que le spectateur dit « Ah, que c'est beau ». Il ne joue pas, la réceptivité par le spectateur de l'idée de tableau. Moi, je trouve que c'est évident. C'est évident, Monsieur Duché, parce qu'il nous montre des céramiques qui sont magnifiques au départ. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, tout est bien composé sur l'image. Non, ce que je veux dire, c'est que le spectateur ne dit pas « Ah, que c'est beau ». Moi, je l'ai dit. Je dis ça parce que vous avez un autre grand cinéaste, pour moi peut-être encore plus grand que Kurosawa, qui est Mizoguchi, qui est à 10 ans d'avant. Et Mizoguchi joue le moment où le spectateur dit « Ah, que c'est beau ». Simplement, chez Mizoguchi, quand vous avez ce plan-là ou ces plans-là qui arrivent, c'est le moment où, pour les personnages qui sont pris ou qui sont vus dans cette beauté-là, c'est le moment où ils vont mourir. Car c'est ce qui est magnifique dans le discours esthétique de Mizoguchi, c'est que la beauté formelle est la mort de la représentation. Donc, regardez bien un film de Mizoguchi et vous verrez que au moment où vous dites « Dieu que c'est beau », c'est le moment où le malheur tombe sur le personnage. C'était très intéressant à voir la réflexion sur la beauté en tant que la beauté, c'est le moment d'exaltation, mais c'est le moment où on arrête la vie. Quand c'est beau, c'est beau, tant qu'on n'a plus envie de vivre. Oui, c'est un moment d'éternité. Non, mais il faut, je veux dire que les très grands artistes ont une réflexion, pas forcément intellectuelle, pas forcément rationnelle, mais ils ont une réflexion sensorielle de ce qu'est l'art. Et l'art, c'est en effet un moment, un désir d'échapper, mais si on échappe, à ce moment-là, où est la vie? Bon. Et c'est le problème c'est le problème de la beauté. Il y a des professeurs de philosophie ici. Je pense qu'ils se sont posé le problème. Enfin, on pose le problème. Il est posé par les esthéticiens. Qu'est-ce que la beauté? C'est quand on est saisi. C'est quand on est saisi. Comment? C'est quand on est saisi. C'est quand on est saisi. Mais quand on est saisi, on ne bouge plus. Et si on ne bouge plus, on meurt. On meurt pas, quand même. Non. Le problème de la beauté n'est pas un problème indifférent. Non, c'est très important. Et moi, je pense que Kurosawa, il compose. Mais non. Il compose l'image. C'est pour ça que je vous dis... Il est tellement doué que c'est beau. Je ne suis pas d'accord avec vous dans le sens où, si vous dites c'est beau, c'est pas bon. Ah bon? Mais vous devez ressentir c'est beau, mais vous ne devez pas vous dire c'est beau. Voilà. J'ai conscience que c'est beau. Si vous allez si vous allez à Paris vers les Vermeers, oui, on y va. Vous allez vous dire c'est beau. Mais c'est tellement beau que ça dépasse, heureusement, c'est vivant, avant d'être beau. Mais la peinture, c'est quelque chose de vivant, puisque ça change toujours. Mais c'est ça le problème de la beauté. Bon, on va s'amuser à se disputer sur ce terrain-là. Bon, je ne sais pas, est-ce que d'autres personnes ont des questions ou des réflexions à faire? Écoutez, de toute façon, on reprendra Kurosawa, donc la fois prochaine. C'est quoi déjà la fois prochaine? Oh, il ne m'écoute pas. Oui, c'est quoi le mois prochain? Oui, donc c'est l'ange ivre. Ah oui, qui est pas mal aussi. Voilà. Oui, pas mal. Qui n'est pas comme ça. Ok, voilà. Écoutez, donc au mois prochain alors. Merci beaucoup.